La littérature décrit le monde, son époque. Dans cette série de podcasts, nous allons faire cohabiter les classiques de vos bibliothèques et ceux de vos dressings pour comprendre ce qu'est la mode. Bonjour et bienvenue sur le dehors. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au mouvement du dandysme en matière de mode. Mais le dandysme est bien plus qu'un style vestimentaire, c'est également un état d'esprit bien plus global. Je vais vous lire cette fois un passage de la nouvelle Le plus bel amour de Don Juan par Barbey d'Aurevilly, écrit en 1874, pour nous plonger directement dans l'esthétisme du dandy, flamboyant mais tout de même extrêmement nonchalant. Ici, Barbey d'Aurevilly décrit le comte Ravilla de Ravillès, invité à un dîner donné en son honneur par une douzaine de ses maîtresses. Ravilla avait eu cette beauté particulière à la race Juan, à cette mystérieuse race qui ne procède pas de père en fils comme les autres, mais qui apparaît ça et là, à de certaines distances dans les familles de l'humanité. C'était la vraie beauté, la beauté insolente, joyeuse, impériale, juanesque enfin. Le mot dit tout et dispense de la description. Et, avait-il fait un pacte avec le diable ? Il l'avait toujours, seulement Dieu retrouvait son compte. Les griffes de tigre de la vie commençaient à lui rayer ce front divin, couronné des roses de tant de lèvres, et sur ses larges tempes impies apparaissaient les premiers cheveux blancs qui annoncent l'invasion prochaine des barbares et la fin de l'Empire. Il les portait du reste avec l'impassibilité de l'orgueil surexcité par la puissance. Mais les femmes, qu'il avait aimées, les regardaient parfois avec mélancolie. Qui sait ? Elle regardait peut-être l'heure qu'il était pour elle à ce front. Hélas, pour elle comme pour lui, c'était l'heure du terrible souper avec le froid commandeur de marbre blanc, après lequel il n'y a plus que l'enfer de la vieillesse en attendant l'autre. Et voilà pourquoi peut-être, avant de partager avec lui ce souper amer et suprême, elles pensèrent à lui offrir le leur, et elles en firent un chef-d'œuvre. Alors on est là d'un coup plongé dans un univers complètement décadent, la vieillesse approche pour le comte, mais on comprend qu'il a fait de sa vie une œuvre d'art et ça, c'est véritablement le dandysme. Évidemment, ça va transparaître sur le vêtement, les must-have du dandy vont être la redingote, le gilet, le pantalon, mais surtout les épaules tombantes et le buste bien bombé. Donc finesse et élégance vont être les maîtres mots du dandy depuis son origine. Au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, le dandy est reconnu pour son identité et son style précieux. À la base, un style exclusivement masculin, il deviendra l'ami des femmes au fil du temps, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Mais quelle est l'origine d'un tel style si étroitement lié à la littérature ? La cour bourgeoise entendait par là qu'elle comprend de plus en plus de bourgeois, et abandonne peu à peu l'habit à la française, grand favori des aristocrates. La culotte est remplacée dès 1820 par le pantalon grâce à un homme, le duc de Guiche, qui, en matière de mode, je vous l'accorde, n'a pas instauré grand-chose d'autre. La cour, en perdant de sa superbe politique, va peu à peu cesser de dicter la mode. Cette dernière va trouver refuge dans les salons, et plus particulièrement les salons parisiens, très fréquentés par ceux qu'on appelle les gens de plume, c'est-à-dire les écrivains et les poètes. Mais à cette époque, on insiste à un phénomène de mode assez intrigant, c'est ce qu'on appelle la grande renonciation masculine. À la fin du XVIIIe, le vêtement masculin arrête subitement d'être flamboyant et raffiné. On va laisser ça à la femme. Grâce au psychanalyste anglais John Carl Flügel, qui va théoriser cette grande renonciation masculine dans les années 1930, on considère cette période comme un tournant majeur de l'histoire du vêtement. Les hommes renoncent à leur prétention de style et à la beauté pour laisser ça à l'univers du féminin. L'homme sera donc en costume noir, bourgeois, il va produire. La femme, elle, va être contrainte à l'oisiveté par ces ornements qui l'empêchent clairement, et vous me l'accorderez, d'aller travailler à l'usine. Et en fait, le dandy va toujours résister contre cette idée. En 1848, Émile de la Bédolière, journaliste et écrivain d'histoire des modes françaises, va décrire le vêtement masculin de la manière suivante. La toilette des hommes depuis 1830 est devenue moins habillée.
Des redingotes à la propriétaire, des paletots et des tweeds ont un sans-façon que nos pères ne connaissaient point. Le col de satin noir l'emportait sur la cravate blanche, le pantalon s'impatronisait, même à la cour, au détriment de la culotte et des bas de soie, et la botte foulait insolemment des tapis qui n'auraient été jadis en contact qu'avec l'escarpin. Mais bizarrement, au même moment, Balzac, dans Les Illusions perdues, décrit Lucien, poète et journaliste raté, comme ayant, je cite, « des cannes merveilleuses, une charmante lorgnette, des boutons en diamant, des anneaux pour ses cravates du matin, des bagues à chevalière, enfin des gilets mirifiques en assez grand nombre pour pouvoir assortir les couleurs de sa mise. Il passa bientôt dandy. » Alors oui, le dandy a sorti son dressing à son idéologie, le culte absolu de l'esthétisme face à une norme qu'il juge beaucoup trop terne. Mais aujourd'hui, on ne va pas particulièrement s'intéresser à ce dandy-là, celui d'un autre temps. On va plutôt se questionner sur ce qu'il reste du dandysme aujourd'hui dans notre société bien actuelle. On va se demander s'il existe un dandysme au féminin, si le dandysme ne gagne pas finalement aujourd'hui une nouvelle frange d'hommes aux masculinités dissidentes, et si le dandysme peut encore exister dès lors qu'il court les rues, qu'il est commercialisé. Alors, comme on l'a vu précédemment, le style dandy, c'est le style de l'homme qui promeut un esthétisme stéréotypé féminin. Alors oui, il y a des femmes à qui l'on prête l'adjectif dandy. On peut penser ici à Gabrielle Chanel avec ses formes amples, une sobriété masculine, des chapeaux très épurés, mais aussi à l'animatrice Hélène DeGeneres qui porte un costume en permanence, Frida Kahlo, habillée dans sa vie de tous les jours en costume d'homme et toujours une cigarette à la main. Mais là, on se retrouve face à un vrai souci. Si le dandysme est le fait d'accepter que l'homme porte des attributs de beauté et arbore une sophistication dite féminine, pourquoi le dandysme au féminin serait l'austérité du costume bourgeois noir contre lequel les dandys se sont battus à l'origine ? Le dandysme, s'il était porté par une femme, serait que la pleine acceptation de la part de son style dite féminine. Par là, j'entends ornement, élégance, raffinement. Rendre la femme androgyne, lui faire perdre sa soi-disant féminité ne la rend pas dandy, mais serait en quelque sorte le début d'une grande renonciation féminine. Le dandysme est donc bel et bien un mouvement masculin, et lorsqu'il est féminin, on parlera davantage d'androgynie par exemple. Maintenant, le dandysme ne serait-il pas un peu partout ? On remarque de plus en plus d'hommes aux masculinités dites dissidentes, pour reprendre les termes de l'historien Yvan Jablonka. Dans son livre Des hommes justes, il explique, et là je vais citer ces mots, que l'homme dissident, c'est l'homo sur lequel on crache, ou encore le bouffon qui préfère lire plutôt que de jouer au foot. Et bien entendu, il défend ces hommes qui prônent une nouvelle masculinité. Et aujourd'hui, ces nouvelles masculinités émergent, prennent de l'importance et de la visibilité et ne sont finalement plus si marginales que ça. On peut évidemment penser ici à toute une nouvelle jeunesse masculine, notamment sur YouTube, avec des figures comme Spark Dice, Ben Herbez, Antonin, Sullivan, et bien sûr à la tête de ce petit monde Bilal Hassani. Ces nouvelles masculinités sont partout, et là nous sommes face à une question complexe. Parce que si cette jeunesse représente la communauté LGBTQ+, elle représente aussi une forme d'esthétisme asexué, en accord total avec les valeurs dandy. Bilal va refuser le costume noir et préfère les ornements traditionnellement associés au genre féminin. Il porte à l'Eurovision une combinaison signée d'Iliane Parienti Paris, accessoirisée d'une énorme traîne en tulle et en strass. Et là, on voit bien que l'idéologie dandy n'est pas bien loin. Les cultures queer et dandy semblent donc assez proches sur certains aspects. Bien que tous les dandys ne se revendiquent pas de la culture queer, on peut somme toute comprendre que le dandysme est ici une forme de féminisme dans le sens où l'homme dandy admire tellement la femme qu'il souhaite lui ressembler par son style, ses ornements, son élégance, qui lui sont, elles, socialement autorisées. Mais le dandysme représente aussi les masculinités dissidentes dont parle Yvan Jablonka, des masculinités qui ne font pas forcément partie de la culture LGBTQ+, mais qui représentent l'homme juste, selon lui, celui qui accepte, comme ne veut pas dire autorité, domination, mais comme peut également se définir comme sensible, artiste, sans pour autant renier sa masculinité. Ici, on peut penser à Johnny Depp, exemple emblématique du dandy moderne.
Donc le dandysme rendrait la justice au genre, atténuant les clivages pour autoriser l'homme à être pleinement la femme qu'il est également. Mais, et oui il y a un mais, le dandysme semble donc, selon cette acception, être de plus en plus polymorphe, mais surtout étant mieux de moins en moins marginal. Le dandysme est donc devenu une tendance sur les podiums et dans les magasins, et même dans la fast fashion. Et là, problème. Le dandysme est intrinsèquement un contre-mouvement. Dès qu'il apparaît dans le commerce de masse, il est objectivement dénaturé. Pour comprendre ça, on va s'intéresser un peu à Barthes. Dans son livre « Système de la mode », il écrit « Le dandy concevait sa tenue exactement comme un artiste moderne conçoit une composition à partir de matériaux courants, par exemple des papiers collés. C'est dire qu'en définitive, un dandy ne pouvait acheter son vêtement. » Alors pour Barthes, le dandy est la singularité absolue. La standardisation de cette idéologie et de ce style vestimentaire est le coup mortel, en quelque sorte, porté au mouvement. Le vêtement devait, pour Barthes, permettre aux dandys de fuir la masse, et là je le cite, de ne jamais être rejoint par elle. On peut alors dire que le dandysme est devenu une mode et que cette même mode a tué le dandysme originel. Barbey d'Aurevilly résume le dandysme en une phrase. « J'ai parfois dans ma vie été bien malheureux, mais je n'ai jamais quitté mes gants blancs. » Alors j'espère que cet épisode vous a éclairé sur les enjeux actuels d'une élégance féminine dans le vestiaire masculin, élégance datant de plusieurs siècles, mais éminemment actuelle. Merci pour votre écoute et à bientôt sur le dehors.